Allez, au sommaire ce soir pour ce débrief, on commencera avec la belle perf d'Alpine. C'est qu'un début, mais l'équipe française a bien fonctionné à Portimao. Esteban Ocon, 7e à l'arrivée du Grand Prix du Portugal. Fernando Alonso, 8e. On en parle dans quelques instants. On parlera aussi du nouvel épisode de la bataille au sommet, la bataille des chefs Mercedes versus Red Bull. Ça a un petit peu évolué entre les deux équipes. On va voir que c'est peut-être le clan autrichien qui souffre en ce moment et le clan allemand qui fait salaud avec Lewis Hamilton. Sans oublier les tops, les flops et la carte blanche de nos analystes ce soir. Mystère et boule de gomme Pirelli. On vous révèle le sujet un peu plus tard dans l'émission. Et puis on se tournera vers la preview du Grand Prix d'Espagne qui arrive bien sûr dès ce week-end. Le premier back-to-back de la saison. Ça, on en parle à la fin de ce débrief Radio Emi épisode 3 pour le Grand Prix du Portugal. Eh ben, on peut dire que ça y est, ça commence maintenant. C'est parti! On fait les choses comme il faut sur Motors Inside, sur la chaîne Twitch, Radio Emi, épisode 3, le Grand Prix du Portugal, je disais. Avec la victoire ce dimanche 2 mai de Lewis Hamilton, on va quand même planter le décor. On fait ça entre gens corrects. Et Lewis Hamilton qui a remporté un deuxième succès en 6 mois sur le circuit de Portimao. La F1 qui est revenue dans l'extrême sud-ouest de l'Europe, dans la région de l'Algarve, le Portugal, le décor de carte postale, le circuit très bosselé. Un circuit qu'on va un peu décortiquer aussi dans ce live. Mais donc, je disais, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé, qui a soufflé, j'allais dire, avec le vent, la victoire à Max Verstappen et Valtteri Bottas. Il a dépassé ses deux rivaux en course. Bottas était parti en pole position. Je vous redonne le classement de la course, alors qu'on a à l'image Max Verstappen et le pilote mystère qui est caché par nos têtes, mais c'est Lewis Hamilton. Le top 10, ça donne dans l'ordre Sergio Perez, Lando Norris, premier des autres, 5e, devant Charles Leclerc, 6e, Esteban Ocon, 7e, Fernando Alonso, 8e, Daniel Ricciardo, 9e, et Pierre Gasly pour compléter le top 10. Nos deux Français sont donc dans les points. Plus de difficultés pour la deuxième Ferrari de Carlos Sainz, 11e. À noter qu'il n'y a eu qu'un seul abandon, l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen qui est venu percuter son équipier Antonio Giovinazzi à la toute fin du premier tour. Et Thibaut qui me souffle dans l'oreille et que Nikita Mazepin a fini bon dernier de ce Grand Prix du Portugal à 1 minute de son équipier Mick Schumacher. Voilà, c'est pour le classement et pour planter le décor de ce Grand Prix du Portugal. On commence avec les 3 points chauds. Et le premier, je le disais, n'hésitez pas à réagir dans le chat. On va parler d'Alpine qui remonte la pente. Ocon 7e, Alonso 8e. Double entrée dans les points. Une vraie première pour Alpine cette saison puisqu'il y avait eu le Grand Prix d'Émilie-Romagne où ils avaient bénéficié des pénalités pour qu'Alonso rentre dans le top 10 avec Esteban Ocon. Les amis, première question. Est-ce que vous êtes satisfaits? Est-ce qu'Alpine est la start ce week-end au Portugal? Pour toi, Guillaume, est-ce qu'Alpine est la start ce week-end au Portugal? La star, je sais pas, mais en tout cas, ils ont sacrément bien performé. Ça fait plaisir de voir Alpine à ce niveau-là. Ils sont enfin au niveau. Ça a mis 3 courses, mais ils sont enfin au niveau où ils devraient être, c'est-à-dire à se battre avec Ferrari, avec McLaren. Donc, ça a été excellent. Il y a Ocon qui a posé les bases tout de suite le samedi. Il a fini 6e. Il était déçu de finir 6e. Il pensait finir 5e, ce qui prouve qu'il y a un regain d'ambition chez Alpine. Et non, ça fait vraiment plaisir de voir les monoplaces françaises à ce niveau au Portugal. C'est vrai que ça fait plaisir, ils se sont relancés. Alors, quel pilote vous a le plus impressionné des deux finalement entre Esteban Ocon qui a performé tout le long du week-end, Alonso qui a échoué en Q2, qui est revenu après dans le top 10, qui est monté dans le top 10 en course. Qui vous a séduit le plus entre les deux, les amis Thibaut, Guillaume, entre Esteban Ocon et Fernando Alonso? Je dirais que Ocon a quand même surclassé. Ouais, Guillaume, vas-y, Guillaume, je te lance rapidement. Pour toi, c'est Ocon. Ah oui, pour moi c'est Ocon parce que Alonso a fait une super fin de course, a bénéficié d'une super stratégie de la part d'Alpine. Donc c'est les têtes pensantes d'Alpine qui ont élaboré la stratégie. Mais Ocon a été chirurgical du début jusqu'à la fin de la première séance d'essai libre jusqu'à la course. Et pour moi, il a quand même surclassé Alonso, bien que Alonso ait montré qu'il n'était pas né de la dernière pluie et qu'il peut remonter même s'il part derrière. Alors finalement, en effet, Ocon 6e en qualif, 7e en course. Pour toi, Thibaut, c'est Ocon la performance qu'on retient par rapport à celle d'Alonso? Ouais, moi je vais retenir la performance globale d'Esteban Ocon qui a fait de très bons essais. Je le répète un peu, mais vraiment aussi une très belle course. Et je retiens aussi, bien évidemment, ça va être son dépassement sur Sainz, mais aussi son entame de Grand Prix qui a été franchement propre.
Et je trouve qu'il s'est imposé vraiment comme un vrai pilote de Formule 1 qui n'a pas eu une année de latence entre Mercedes et Renault il y a quelques années. Là, je trouve qu'il a fait preuve de maturité, il a su s'imposer et sur la performance un peu plus brève, celle d'Alonso en course, qui a montré que en course, il est quand même redoutable. Redoutable, c'est sûr. Pour toi, Bastien, c'est quand même Ocon, un cran au-dessus, qui a porté l'équipe ce week-end à Portimao. Ocon, il connaît bien la voiture, il connaît bien l'équipe et je pense qu'il a été bien aidé par son podium en fin d'année dernière à Sakir. Et il confirme en fait. C'est même pas tant une grosse performance, c'est surtout une confirmation pour Esteban Ocon qui a débloqué son potentiel, qui a fait de très belles manœuvres hein, malgré le DRS de toute façon. Et il a fait une course très solide, des qualifications flamboyantes. Franchement, une 6e place, on s'y attendait pas du tout. Si on nous avait dit ça à Bahreïn, on n'y aurait pas cru. Hein. Ça, Ouais. il faut bien se le Carrément, dire. toi, tu n'aurais pas cru, bah, c'est sûr. On reprend la progression, tu évoques cette progression, Bastien. Progression à Bahreïn, où on finit avec Ocon qui est 13e, je crois. Alonso qui se bouffe un emballage de sandwich dans sa voiture, qui abandonne. La progression, est-ce qu'Alpine est enfin au niveau où on l'attend, ou est-ce qu'on peut encore attendre mieux d'Alpine quand on connaît la performance de McLaren et Ferrari? Toi, Thibaut, tu penses qu'Alpine est sur une pente ascendante ou déjà sur son climax? Je pense qu'elle est sur une pente ascendante. En fait, j'espère juste qu'ils ont compris pourquoi la voiture fonctionnait ce week-end, en fait. Parce que c'est souvent ça aussi en F1, c'est pourquoi la voiture est très performante sur ce circuit-là. On se base sur les données et le Grand Prix suivant, ça marche plus. Donc j'espère qu'ils ont compris pourquoi ça fonctionnait, mais ça laisse entrevoir de belles perspectives. Ouais. De belles perspectives pour la suite. On arrive en Espagne dès la semaine dès le week-end qui arrive hein, à Barcelona. Les évolutions d'Alpine qui a ramené des évolutions aéro à Imola. Finalement, ça a marché aussi, surtout là à Portimao. Toi, Bastien, tu es d'accord avec Thibaut sur cette progression qu'on peut attendre d'Alpine? Alpine en a vraiment sous le pied. Et puis de toute façon, Alpine a commencé avec la progression de Renault depuis qu'elle est arrivée en Formule 1. Donc je pense que les plus gros progrès ils sont aux 3 quarts de la saison. Je pense que c'est vraiment là que la progression, elle ira crescendo. Mais je pense que il y aura des top 5 qui vont pleuvoir dans les prochains Grands Prix, peut-être avec des circonstances de course ou non. Et puis, quart de saison, en tout cas, vu la progression actuelle, on peut espérer des podiums pour la fin de saison. Mais on peut espérer carrément des podiums, des podiums. Je vois ActuF2 qui nous dit Alpine a le pire moteur, mais le meilleur châssis. Le meilleur châssis, une voiture qui ne dérive pas en sortie de virage. Ouais, on s'emballe pas un petit peu du côté d'ActuF2 quand même. Peut-être le meilleur châssis du Millfield, vous voulez dire. Mais vous, quand vous voyez la tenue de route de l'Alpine ce week-end à Portimao, bon, voilà, voiture en ligne droite, ça envoie. On a vu Ocon et Alonso dépasser sans trop de difficultés, mais pour vous voyez visuellement l'Alpine est bien ou pas bien dans ses baskets, Guillaume? Ah oui, l'Alpine, comme on disait dans les précédents lives, elle est bien née. Il y a de la performance à tirer de cette monoplace, mais pour le moment, elle n'était pas compétitive. C'est-à-dire qu'elle était saine, mais elle n'était pas compétitive. Et là, ils commencent avec le travail fourni depuis Bahreïn, depuis les essais. Ils ont vraiment fourni un travail colossal chez Alpine. Et oui, là, on voit que vraiment la voiture va bien. De là à dire que c'est le meilleur châssis du plateau, je ne sais pas. En tout cas, au niveau du moteur, je ne sais pas non plus, parce qu'on voit quand même qu'il y a vraiment, il y a pas un moteur qui se démarque au-dessus du lot. On disait beaucoup de bien de Honda à Bahreïn, et on a vu que, on verra par la suite quand on en parlera, mais les Red Bull avaient du mal avec les Mercedes. Donc, je pense qu'au niveau moteur, ça s'est vachement stabilisé, et donc ça va être très intéressant de suivre la suite de la saison. Et pareil, je mise sur des podiums pour Alpine en fin de saison. Alpine qui remonte au 5e rang des constructeurs. Je regarde mes anti-sèches, mais le nombre de points d'Alpine, bon, on est encore loin de McLaren et Ferrari. Ouais, voilà, on disait, est-ce qu'Alpine est condamné à jouer cette 5e place déjà quand on sait le niveau de McLaren? On se concentre sur Alpine ce soir, mais Thibaut, mais McLaren est quand même un cran au-dessus, par exemple, d'Alpine. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que, alors malheureusement, je vais à l'encontre de l'avis d'ActuF2. Je pense que le meilleur châssis, ça peut être celui de McLaren.
doublé du moteur Mercedes, on voit quand même que c'est une sacrée voiture. Ricciardo fait une sacrée remontée. Ouais. Non, je pense que le niveau châssis, je miserais plus sur McLaren. Ouais. Il y a les circonstances de course. C'est vrai que Daniel Ricciardo circonstances de course, Ricciardo est sorti tout seul comme un grand de la Q1, mais est remonté. Voilà, déjà Ocon, Alonso, vous mettez Ricciardo en Q3, ça reculait. Mais bon, il y a pas, voilà, Ocon a mérité sa place en Q3. Il y a pas, voilà, Alpine a fait du bon travail. Je reviens sur un peu cet affrontement qui vous a le plus impressionné, Ocon ou Alonso. Finalement, Ocon prend du galon ou est-ce que c'est juste temporaire puisqu'on sait qu'Alonso revient entre guillemets, il revient en Formule 1, c'est pas entre guillemets. Ocon prend du galon ou c'est juste temporaire? Alonso va dans le match va reprendre le leadership, les gars. Tu t'en penses quoi, Bastien? Alors ça, c'est quand même compliqué à dire, parce que Alonso, il a manqué 2 saisons de Formule 1, Ocon une seule avant lui. Donc il est tellement bien implanté dans l'équipe qu'il est dans une grosse progression, la grosse progression du début de carrière, on va dire, parce il est à l'aube de sa carrière, on pourrait dire ça, même s'il a de l'expérience. Oui. Par contre, c'est vrai qu'on peut se méfier d'Alonso parce qu'on sait que c'est un pilote, il l'a prouvé plusieurs fois, plusieurs saisons. Même s'il part loin sur la grille, il suffit que les voitures marchent bien, mais il peut être monstrueux en course. Et autant sur un tour lancé, Ocon est vraiment pas mal, il est même très très bon, mais je pense que le plus à craindre des deux en course, c'est bien Alonso, et ça pourrait faire quelques étincelles en cours de saison. Difficile encore d'établir une hiérarchie. Ah oui, donc difficile d'établir une hiérarchie, ça veut dire qu'on a 2 numéros 1 bis en ce moment, vu sa constance, qu'Alonso revient en F1. Tu vois ça comme ça aussi, Guillaume? 2 numéros 1 bis finalement chez Alpine en ce moment? Oui, clairement, oui, parce que Ocon pour le moment tient l'équipe sur ses épaules. Alonso commence à revenir. Il fallait forcément ce temps d'adaptation quand on revient. On sait que c'est pas évident. Il intègre une écurie, même qu'il a été dans cette écurie avant. C'est pas, on revient pas comme ça. On voit avec Daniel Ricciardo chez McLaren, c'est une nouvelle équipe, il galère. Vettel chez Aston Martin, il galère. Parce qu'on a déjà cette perspective de 2022. Et c'est vrai, Guillaume, comme tu disais, en ce moment, les pilotes qui sont arrivés dans leurs équipes, c'est normal, pas beaucoup d'essais privés. On les voit quand même un peu plus en galère. Donc, dans ce contexte, Ocon va devoir encore step up parce qu'il y a aussi 2022 derrière. Thibaut, ActuF2 dit ça peut sauver sa place pour 2022, ce genre de course. Ocon doit encore step up finalement? Ouais, carrément. Ocon doit vraiment montrer que c'est sur lui que l'équipe doit se reposer en début de saison et pas laisser la place à Alonso de remonter tranquillement entre les deux usines d'Enstone et de Viry-Châtillon. Ah, c'est la conclusion qu'on peut donner finalement de ce premier débat, les amis, sur Alpine. Varlouchka qui surveille bien sûr notre débrief et on le salue pour cette première partie, en tout cas hein, cette première séquence avec Alpine. Donc Ocon 7e, Alonso 8e, double entrée dans les points. Alpine 5e au classement constructeur. On avait envie de parler ça tout de suite sur Motors Inside pour ce débrief Radio MI épisode 3 Grand Prix du Portugal. Et je conclurai que avec un peu plus de sec, comme aurait dit Esteban Ocon dans le paddock, comme il a dit dans le paddock à Portimao, ça aurait été encore plus sympa. Mais voilà, bravo Alpine, mais il faut poursuivre. On attend forcément beaucoup de notre équipe française et de notre voiture tricolore, de la voiture tricolore d'Alpine. C'était tout ce qu'on pouvait dire pour Alpine au Grand Prix du Portugal à Portimao. On reste sur un peu les points chauds de ce Grand Prix du Portugal. Le deuxième point chaud de ce Grand Prix du Portugal avec, j'ai envie de dire, du changement en tête entre Red Bull Challenger, Mercedes favori. En début de saison, c'était un petit peu l'inverse. Et si on part de vos pronostics, messieurs les analystes, vous aviez vu surtout Red Bull au sommet lors du deuxième débrief, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ça s'est pas passé comme ça dans les faits. Hein. Bottas et Hamilton ont dominé le vendredi en essai libre. Verstappen prend tout juste le meilleur temps à FP3. Paul de Bottas le samedi devant Hamilton. Verstappen 3e comme à Imola, qui n'a pas fait le tour parfait en qualif encore. Verstappen, la grosse bataille en course, le jeu des aspirations. Hamilton qui reprend sa 2e place perdue à Max Verstappen en début de Grand Prix. Hamilton qui va passer Bottas. Verstappen qui passe Bottas avec un très beau dépassement au 37e tour en glisse. Bottas, Verstappen qui en profite. Est-ce que ça vous étonne quand même ce scénario? On voit la Mercedes de Valtteri Bottas à l'image. Est-ce que ça vous a étonné ce scénario à Portimao où c'est quand même Mercedes qui a dominé? Toi, Bastien, t'es pas surpris? Non. Franchement, pas de surprise parce que c'est un circuit qui est extrêmement compliqué. Je pense qu'il est plus fait pour les voitures très stables
comme les Mercedes, hein. La Mercedes, en fait, elle est collée à un rail, quoi. Elle est, en tout cas, elle est plus stable a priori que la Red Bull, qui a toujours eu tendance à chasser un petit peu de l'arrière. Et c'est un circuit qui, je pense, le demande beaucoup. Beaucoup de virages en aveugle, beaucoup de virages en appui. Donc Mercedes c'était son terrain de jeu. Et Verstappen, mine de rien, faut pas oublier qu'il aurait pu faire la pole à quelques centièmes près aussi, hein, si Ah, c'était pas raté. il a fait, il s'est raté, mais il s'est raté quand même. On a senti la Red Bull un peu plus nerveuse. Alors, tu t'es pas surpris, Bastien, toi Thibaut, tu penses que c'était juste temporaire ce qu'on a vu où Mercedes était quand même légèrement un cran au-dessus de la Red Bull sur ce circuit de Portimao au Portugal? Je pense qu'il faut toujours se méfier de Mercedes parce que c'est une machine à gagner. Il y a des milliers de personnes qui travaillent derrière et qui doivent être déjà en train de travailler sur 2022, bien évidemment, mais qui travaillent chaque week-end pour améliorer la performance de la voiture. Et moi, je trouve que ce qui a été le plus flagrant sur ce Grand Prix, ça a été l'enchaînement du virage 14 et 15 où on voit à chaque fois la Mercedes partir et la Red Bull peiner à remettre en accélération. Je pense que c'est véritablement là que ça fait la différence et que Mercedes s'est mis à l'abri en tout cas Lewis Hamilton s'est mis à l'abri de Max Verstappen. Bon, bah après, dans le pilotage, Thibaut, tu parles de cette analyse. On a quand même le match chez Mercedes. On a bien vu que Valtteri Bottas a eu du mal. Au début de course, ça s'est bien passé. Et au final, on a senti par la fin de son premier relais, il a un peu éclaté. Il a eu des problèmes, des glisses. La glisse du train arrière, il se fait passer par Hamilton. Est-ce que c'est une question aussi de deux pilotes? On sait que pour l'instant, on a deux numéros 1 au-dessus de tout et deux numéros 2 un peu en dessous de tout, surtout un peu quand même chez Mercedes. Voilà. Mais est-ce que c'est l'affaire de pilote aussi, Guillaume, finalement, ce constat? Les deux équipes sont au même niveau et ça se joue avec les pilotes. On l'a vu ce week-end encore à Portimao, Guillaume. C'est une question de pilote pour l'instant, là. Entre Hamilton, Verstappen d'un côté et Bottas Perez de l'autre, oui, parce qu'après, je pense, comme tu l'as bien dit, il y a une classe d'écart entre les numéros 1 et les numéros 2. Après, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, je pense que Mercedes partait de tellement loin. Partait de tellement loin. Là, on a vraiment vu la capacité de réaction de Mercedes qui a comblé et un peu à Bahreïn et un peu à Imola. Et là, on voit vraiment, ils sont limite devant. Ils sont devant là sur ce Grand Prix. Est-ce que c'est le circuit qui fait ça? Je suis pas tout à fait sûr. Je pense que Mercedes commence vraiment à mettre en avant ses pions et Red Bull a intérêt de s'accrocher. Après, est-ce que c'est une question de pilotage? Oui, oui, forcément. Bottas, pour moi, a détruit ses gommes plus que Hamilton et Verstappen. On l'a vu, il s'est fait dépasser et par l'un et par l'autre. Donc oui, oui, le pilotage joue un rôle prépondérant. Tu disais la configuration de la piste, la température aussi, le bitume a favorisé Mercedes, bitume glissant, le vent qui a joué. On peut donc pas livrer une analyse par exemple définitive, ça non, mais c'était pas assez représentatif. Il faut attendre Barcelone finalement dans le duel pour se faire une meilleure image de là où on en est avec Red Bull et Mercedes, Bastien. Barcelone, faut voir un petit peu. Je pense que beaucoup de choses se joueront en qualification, mais ça, on en parlera Ouais. on en parlera plus tard. Après, je pense que toute la saison, ça sera des circuits qui seront à l'avantage de Mercedes et des circuits qui seront à l'avantage de Red Bull. On pourrait même voir des Bottas ou Perez émerger de temps en temps, hein, on ne sait pas. Donc je pense que ça va surtout être un facteur circuit parce que les deux voitures présentent des caractéristiques sensiblement différentes. Et c'est ça qui peut faire la différence en fin de saison. En fonction du rec, plus incliné pour Red Bull, moins incliné pour Mercedes. On a voilà les évolutions, la course aux évolutions va aussi être très intéressante. Mais en tout cas, on a vu ce week-end dans ce duel, voilà, pas difficile de livrer une analyse qui domine l'autre. ActuF2 pose la question, Mercedes était-il vraiment derrière depuis le début de saison? Max Verstappen l'a eu mauvaise. Nous avons perdu la victoire à Bahreïn, le meilleur tour et la pole position au Portugal. J'espère que c'est la fin de tout ça. Quelque chose doit changer avec les limites de piste. Ça, c'est Helmut Marko qui disait ça dans le paddock. On les a un petit peu là du côté de Red Bull. Est-ce qu'il y a une polémique finalement, les amis, avec ce meilleur tour retiré à Max Verstappen? Thibaut, c'est quand même là, c'est logique quand même ce qui s'est passé avec Max Verstappen qui a perdu le bénéfice du point de son meilleur tour. Ouais, la pénalité est logique. Après, on en reviendra toujours à ces histoires de limites de piste. S'il y a du gravier, il n'y a pas de problème. Voilà. Au bout d'un moment, en vrai, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. C'est bon.
on se retrouve avec des décisions en fin de Grand Prix où le type, le pilote, il reçoit au dernier moment le fait qu'il n'a pas le tour, bien évidemment qu'il va avoir la tête qui va avec, quoi. Ouais. C'est l'arroseur arrosé, comme dit Lulujo 56. Ouais, cette polémique n'a pas lieu d'être. Ouais, Red Bull, on sent que Red Bull, Red Bull veut on sent que chaque point va être important et on tire là-dessus. Ah, c'est la partie d'échec qui commence entre Mercedes et Red Bull, Guillaume. On l'a vu en course avec Sergio Perez qui nous a fait enfin sa stratégie décalée qui est restée longtemps en tête. La partie d'échec commence, Guillaume. Hein. Ah oui, clairement. Et puis, grâce à Pérez, on a pu voir le magnifique pilotage de Mazepin qu'on verra tout à l'heure aussi. On a vu Mazepin en course. Voilà. Mais ouais, franchement, on a vu également les qualités de Pérez qui a su pousser ses pneus plus loin que n'importe qui dans le haut de tableau. Et ça va vraiment être une arme majeure pour Red Bull. Si Pérez commence vraiment à apprivoiser cette Red Bull, il va commencer à performer et ça va pouvoir permettre d'ouvrir des stratégies et peut-être surprendre Mercedes sur certains Grands Prix. C'est l'atout finalement. Alors on a déjà évacué un peu cette polémique, mais qui n'a pas lieu d'être. Et Thibaut, tu l'as très bien résumé. S'il y avait des graviers, on n'en serait pas là. Donc voilà. Mais dans le match, il faut le citer, Sergio Perez. Il faut citer les numéros 2, Sergio Perez, Valtteri Bottas. Alors il m'a hypé clairement Sergio Perez avec cette stratégie décalée. Voilà. On va essayer des choses, on va pousser, on va provoquer. Toi, Bastien, tu es aussi hypé par ce qu'on a vu avec Sergio Perez, qui nous a enfin fait un week-end linéaire finalement. Quatrième. Oui, en plus Pérez, il démontre ce qu'on pense de lui. Hein. C'est pas une légende, c'est un excellent gestionnaire du pneu. Alors non pas à son détriment. Bon, les pneus de Pirelli étaient très durs à Portimao de toute façon, mais Pérez, si jamais il y avait un Grand Prix où les pneus étaient un facteur beaucoup plus clé que ça, il pourrait faire très très mal à Mercedes parce que Bottas, on peut voir qu'il est un peu plus déstabilisable dans certaines conditions compliquées. Un peu plus, ouais, c'est ça, exactement. Alors, tu fais la bonne transition. C'est Pérez qui pourrait plus aider Verstappen que Bottas par rapport à Hamilton. On l'a vu ce week-end, Bottas, même s'il n'a peut-être pas fait exprès, il a embêté Hamilton sur la relance post-safety car après l'incident entre les deux Alfa Romeo vers le 7e tour. C'est Pérez qui pourrait plus aider Verstappen que Bottas pourrait aider Hamilton finalement. Je pose cette question pour compléter ce débat. Guillaume, tu hoches la tête. Bottas, voilà, il était moins là, quoi. En fait, sur le plan de la performance, je suis absolument d'accord. Mais en fait, Pérez va falloir aussi voir à quel point il est capable de hausser son niveau. Bottas, depuis des années, on voit qu'il est dans l'ombre d'Hamilton. Mais Pérez, s'il commence à titiller Verstappen comme il a pu le faire en qualification à Imola, il va falloir se poser des questions chez Red Bull de clarifier vraiment les positions. Si les positions sont claires, à ce moment-là, Pérez est vraiment une arme majeure. Mais si Pérez veut jouer sa carte personnelle, ça peut poser des problèmes aussi. Donc, à voir, mais sur l'ensemble de ce qu'on a vu sur les 3 courses, oui, Pérez, pour le moment, est plus à même à aider Verstappen que Bottas et Hamilton, même si ça ne se retranscrit pas forcément comptablement pour le moment. On l'a vu, ouais. Pérez, c'est la stratégie de Pérez qui a un peu embêté Hamilton. Bon, Hamilton n'avait pas remarqué que Pérez était devant parce qu'il a demandé les drapeaux bleus. Se souvenant que c'était peut-être Albon ou Gasly comme à l'époque. On a l'image de Pérez et Verstappen. Actu F2 qui dit Red Bull s'est fait trop beau dès le début et n'aime pas perdre. En tout cas, c'est sûr. Et la tension va peut-être augmenter avec les 3 points maintenant accordés par la course sprint. Puisqu'il faut quand même l'évoquer. Voilà, cette actu qui est tombée la semaine dernière, que vous avez aussi lu sur Motors Inside. La course sprint, 3 courses sprint au programme, très bien résumé d'ailleurs par Bastien. Finalement, chaque point va compter. Et dans cette affaire, Pérez, je le disais, peut être peut aider même sur les qualifs. On voit comment les choses, vous voyez comment les choses, les amis, par rapport à cette course sprint. C'est même Pérez qui pourrait rapporter plus de points en qualif, par exemple, qu'un Bottas, même si Bottas a fait la pole à Portimao. Non, c'est Bottas pour vous quand même, par exemple, là, on prend sur la course sprint, c'est Bottas qui pourrait, sur les courses de 200 km, tirer son épingle du jeu. Thibaut, Bottas aurait peut-être moins de mal avec ses pneus finalement, sur des courses de 100 km. C'est sûr qu'il y a la gestion du pneu sur la course qui est plus facile, et sur l'ensemble du week-end, c'est peut-être lui qui a le plus à perdre. Est-ce que Mercedes va se dire on va tout mettre sur Bottas pendant les courses qualifs, et après, en course longue, un peu laisser au détriment et se dire il finira P4 et puis ce sera bien. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que aussi les pilotes jouent au point, de voir la réaction de Verstappen. Je pense que dans sa tête, il se dit ça peut se jouer à 1 point près à l'arrivée. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant à voir.
Ouais, et Verstappen a carrément dit qu'il voulait plus retourner à Portimao. Bon, ça fera la transition avec la prochaine partie sur Motors Inside. Rapidement, ça va changer beaucoup de choses, cette course sprint dans la course au titre entre Mercedes et Red Bull. Bastien, pour terminer. Il faut voir, hein, parce qu'après, on sait bien que Hamilton, en fait, ça peut être à double tranchant. Ou bien ces courses sprint pourront révéler des qualités en course, hein, ça serait course de toute façon, de Bottas ou Perez ou même Verstappen face à Hamilton. Mais il ne faut pas oublier que Hamilton, c'est un maître du tour chrono et que le tour chrono, on le fait vendredi pour la course sprint et que si on laisse pas Hamilton partir devant, les 3 points, ils seront pour lui. Donc ça peut être le double tranchant sur les écarts grandissants au championnat et peut-être un manque de suspense pour la course au titre. Lujo56 qui nous dit par rapport à ça, ce qu'on dit, ce que tu dis notamment Bastien, la maturité des pilotes comptera beaucoup aussi. Il a forcément Hamilton est intouchable. Je ne vais pas vous relancer là-dessus, mais c'est sûr qu'Hamilton était très costaud encore ce week-end pour aller décrocher la 97e victoire de sa carrière. Voilà en tout cas pour cette partie et bien sûr ce duel Mercedes versus Red Bull qui va continuer au-delà de ce débrief à Portimao pour le Grand Prix du Portugal. Portimao versus Imola, nouvelle partie de ce débrief. Et oui, on revient aussi sur la course en Émilie-Romagne, mais bien sûr sur le Grand Prix du Portugal. Portimao versus Imola, quel circuit faut-il garder, les amis, pour ce débrief Motors Inside? Bon, très joli circuit, Portimao, bosselé, avec ses points de freinage en aveugle, ses longues courbes, finalement très peu de gros freinage. Mais Thibaut l'a déjà dit dans une partie précédente, ça manque cruellement de gravier. Alors dans le match, vous gardez quoi entre Portimao et Imola en un mot pour choisir? Imola. Romain garde Imola. Bastien, tu gardes qui? Imola. Thibaut, tu gardes qui? Imola. Oh là là. Attention, Guillaume, à toi de jouer. Eh ben, je vais pas faire de suspense Imola aussi. Mais d'une courte tête. Plébiscite pour Imola. ActuF2 nous dit Portimao. Alors maintenant, les amis, ça va être à vous d'argumenter. Pourquoi gardez-vous Imola et pas Portimao? On va lancer Thibaut qui était déjà bien chaud sur la question des bacs à gravier. Je pense que ça se joue là-dessus. Ouais, alors il y a une question de bac à gravier, effectivement, il y a aussi une question de revêtement. Je pense que ça n'a pas du tout aidé pour le spectacle ce week-end. Ils avaient une piste qui dégradait pas les pneus, mais qui n'arrivait pas à les chauffer non plus. Au final, on se pose la question sur est-ce que les graviers amènent du spectacle ou en tout cas des limites de piste claires. La piste aussi, il faut aussi y penser et malheureusement aujourd'hui, elle a clairement desservi au spectacle, je pense. C'est ça. Alors clairement, c'est ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ces longues lignes. Finalement, cette longue ligne droite de près d'1 kilomètre, interminable en soi. Et ça, pour moi, ça fausse un peu Enfin, ça fausse pas la course, c'est de la course quand même. Mais c'est trop cette ligne droite. Elle est trop longue, Bastien. La ligne droite. Non, c'est pas tant la ligne droite qui est dérangeante. Le problème, c'est que je l'ai abordé dans les 2 derniers lives, c'est que ces voitures ont un mal fou à se suivre et que sur un circuit avec autant de virages comme ça, on a bien vu avec Verstappen comme il a dû batailler pour suivre Bottas et avec quelle difficulté il essaie de suivre les Mercedes. Donc je pense que c'est surtout c'est un excellent circuit d'essai, mais pas pour une course de Formule 1. C'est vrai, à la base, c'est un circuit d'essai. C'est ça finalement. Après, pour moi, la piste, il y a ce qu'il faut. Il suffit de mettre des graviers. Et il suffit aussi. Ce DRS, c'est beaucoup trop long, les amis. C'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long, Guillaume. Ouais, après, c'est aussi ce qui nous a permis d'avoir des dépassements, hein, parce que sinon on aurait vraiment eu une procession, hein. Donc le DRS a vraiment eu un impact positif pour une fois sur ce Grand Prix. Après, c'est difficile également de comparer. On a vraiment un circuit à l'ancienne, Imola, vraiment à l'ancienne pure, avec des graviers, un droit à l'erreur zéro, et un circuit ultra moderne, Portimao, vraiment, il a été construit en 2008, donc c'est vraiment le circuit nouvelle génération, et on voit en fait les avantages et les inconvénients des deux en fait, puisqu'à Imola on a eu une super course, mais rappelez-vous, c'est parce qu'on a eu un temps vraiment ubuesque, hein. Voilà, on a eu la pluie, mais on a aussi eu des processions à Imola. Il y a eu des grands prix qui ont été avec des anciennes générations, on a eu des grands prix vraiment vraiment très ennuyeux, et à Portimao il est exigeant pour le pilotage. Plusieurs fois, quand on a entendu Hamilton à la radio, il était essoufflé parce que le circuit est hyper exigeant et sur les fins de course, ça peut se ressentir. Donc,
c'est d'une courte tête qu'on garde Imola vraiment pour le droit à l'erreur zéro en fait, parce que on l'a vu, tous les pilotes ont pu faire des erreurs, qui ont fait des erreurs, ils sont finis dans le bac à gravier à Imola, et vraiment c'est ça qui fait la différence entre les deux. Voilà, finalement, d'une courte tête. Bon, il faut trancher. Nous sommes là pour trancher dans ce live. ActuF2, lui, qui espère voir la F2 à Portimao un jour. Je crois qu'ActuF2 est plus visiblement, forcément, c'est normal, intéressé par l'antichambre de la Formule 1. On le salue, ActuF2. Lulu Joe 56 qui nous dit rotation entre les deux. Et on salue Marco Indo aussi qui nous rejoint ce soir dans ce live. N'hésite pas à te prononcer sur le duel du moment. Portimao versus Imola. On essaye de défendre. Alors, Bastien, comme à la maison, salut tout le monde. T'as bien raison. C'est la maison ici sur Motors Inside pour ce débrief. Voilà, est-ce que c'est la FIA? Bon, les pneus, on parle des pneus. ActuF2 parle des pneus. On en parlera un peu plus tard dans ce débrief du Grand Prix du Portugal. Moi, je me permets d'interagir aussi, mais c'est quand même génial les photos que Portimao peut procurer. Imola, c'est aussi magnifique parce qu'il y a des petites maisons et c'est un peu typique et tout ça. Mais Portimao, les images sont super belles. Ah oui, vallonné en plus avec les changements de relief, on peut voir clairement, voilà, on a des différents angles. Imola, c'est un peu plus plat quand même. Vous quand même, Portimao, voilà, on a commencé tout de suite en tranchant en disant que Portimao, il fallait l'évacuer. Bastien quand même, Portimao, bon. Après, s'il faut faire un choix entre les deux, bon, peut-être finalement on peut évacuer d'autres grands prix. Hein. Sochi, ouais, Sochi, Sochi, mais voilà, mais Bastien, toi, Portimao quand même, c'était super. Ces changements de dénivelé, magnifique, avec deux trois endroits où les pilotes ne voient pas le point de corde quand même. On le garde. Alors, je n'ai jamais dit que c'était un mauvais circuit ou quoi que ce soit. C'est ce que j'ai dit, il fallait trancher. Ouais, mais il faut trancher, mais Portimao, c'est un circuit qui est magnifique. Il n'y a pas à dire. C'est un circuit qui est somptueux, l'environnement est superbe, on n'est pas très loin de la mer. C'est vraiment superbe. Mais les courses de Formule 1, c'est à moins qu'il se passe des trucs de fou, c'est pas très propice au spectacle. Je maintiens. Après, la notion de spectacle est toujours là. On a été gâtés avec les deux premiers Grands Prix, hein, les amis, et pas être trop gâtés finalement. Et j'aimerais, s'il fallait passer ce coup de gueule, qu'on fasse pas des spectacles. Qu'on fasse pas un spectacle trop artificiel quand on voit la piste de Miami. Voilà, il faut savoir se contenter aussi des courses comme on a vu, une partie d'échecs. Toi, Thibaut, tu le portes quand même dans ton cœur, Portimao, même si tu as d'abord voté Imola. Ouais, je le porte dans mon cœur quand même. Il y a quand même bien d'autres circuits qui sont horribles et qui n'ont pas leur place, je trouve, hein, sur le plateau F1. On a parlé de Sochi, hein, mais il y en a d'autres. Je pense que Barcelone peut en faire partie aussi. Mais non, c'est un circuit qui, avec un petit peu plus d'expérience de roulage F1, peut devenir intéressant, mais notamment un nouveau revêtement. Ouais, ce nouveau revêtement qui en fait a été installé l'an dernier. L'an dernier qui a en 6 mois personne n'a roulé parce que finalement avec la crise pas beaucoup d'essais, hein, peut-être des voitures d'endurance et encore, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est la question des limites aussi. C'est peut-être le problème en fait, c'est que c'est la question aussi des limites. C'est trop facile. Tu le disais Thibaut, c'était trop facile de mordre ce week-end à Portimao. C'est ça aussi qui on a vu Imola, il y avait moins de voilà, t'as des graviers, baf, tu sors. C'est ça aussi la question. Portimao gagnerait, on y revient. Portimao gagnerait à plus de gravier finalement, à mettre plus de gravier, hein, Guillaume. Ah oui, non, clairement, c'est vraiment ce qui manquerait. Là, avec les graviers, la limite, elle est fixée, hein, on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils pensent pour les organisateurs du circuit ou la FIA, parce que franchement, c'est un super circuit, hein. On a du relief, il y a une ligne droite, il y a des courbes, il y a des virages en appui, c'est vraiment un super circuit. Comme disait Thibaut, il y a vraiment d'autres circuits qui ne méritent pas leur place, et même des circuits futurs. L'Arabie Saoudite ou Miami, on n'y a pas encore été, mais franchement sur le papier je préfère Portimao et de loin. Après Romain, des zones de gravier qu'on voit, Romain, tu nous sors. Mais c'est pas Imola. Oui, mais oui, là on est la différence c'est qu'il y a, c'est peut-être, je pense que ce qui est possible c'est la pluie. Imola. Ouais. C'est plus étroit aussi. Oui, c'est vrai. Il y a la largeur de la piste. Donc la largeur de la piste fait aussi beaucoup, je pense. Il y a aussi une question. Le problème, c'est un autre débat. Vas-y, Thibaut. Il y a aussi un autre débat, et là on revient sur le plan monétaire, et c'est normal. Les circuits sont obligés de s'adapter aux autres catégories qui roulent.
Donc bien évidemment que le circuit de Portimao est autorisé en grade 1, je crois que c'est ça l'appellation, mais il faut qu'il puisse recevoir aussi de la moto ou autre, et là, les bacs à gravier n'ont plus autant leur place en bord de piste. Mais il faut que ça soit interdit. En moto, il y a pas mal de gravier. Ils étaient à Jerez là le week-end dernier. Il y a beaucoup de gravier à Jerez. À Portimao aussi, ils sont venus aussi à Portimao. La MotoGP, la MotoGP est venue à Portimao avec la victoire de Fabio Quartararo, qui a eu plus de difficultés à Jerez sur la dernière course. Bon, ça c'est pour la MotoGP, mais on reste sur la F1 et voilà, on conclut. Bon. Vous gardez quand même Imola, mais on garderait aussi finalement, si on pouvait mettre les deux finalement dans cette histoire, et on va faire une conclusion un peu à la normande, on garde les deux dans le calendrier. C'est ça en fait, les amis, qu'on dit. Exactement. On peut garder les deux, bien sûr, parce que Portimao, tout n'est pas à jeter. C'est pas comme si c'était un circuit très très moche où il se passait rien du tout. Voilà. Ah, oui, quand même. Le circuit de 4,653 km. J'ai vérifié les chiffres. On est bon. On est à jour pour ce débat Portimao versus Imola. Imola gagne quand même, mais on a apprécié ce circuit de Portimao pour le 3e débrief de la saison Radio EMI au Portugal.